Bien avant que le monde moderne ne se structure autour de frontières, d'institutions internationales et de discours officiels, le secret existait déjà comme un outil fondamental du pouvoir. Car dès que les sociétés humaines ont compris que l'information pouvait protéger ou détruire, elle est devenue une arme silencieuse, plus subtile que la force brute, mais souvent plus efficace. Et cette prise de conscience a marqué un tournant irréversible dans la manière dont les décisions collectives allaient être prises. Car à partir de ce moment-là, tout ne devait plus être partagé, tout ne devait plus être expliqué, et surtout, tout ne devait plus être compris par ceux qui n'étaient pas directement impliqués dans l'exercice du pouvoir. Dans les périodes de stabilité apparente, le secret se dissimule derrière des procédures, des institutions et des règles abstraites. Mais lorsque les sociétés entrent dans des moments de crise profonde, il se révèle pleinement, car c'est précisément dans l'urgence, la peur et l'incertitude que le silence devient une nécessité stratégique, une forme de protection contre le chaos, et parfois, une justification morale pour des choix qui seraient autrement inacceptables. La naissance du secret moderne ne peut donc pas être comprise comme le fruit d'une volonté malveillante isolée, mais comme une réponse progressive à un monde devenu trop complexe, trop dangereux et trop imprévisible pour être gouverné uniquement par la transparence. Lorsque les conflits du XXe siècle éclatent, cette logique atteint un niveau sans précédent, car jamais auparavant l'humanité n'avait disposé de moyens de destruction aussi vastes, ni de systèmes d'information aussi rapides et aussi difficiles à contrôler, et face à cette nouvelle réalité, les États comprennent rapidement que la survie ne dépend plus seulement de la puissance militaire visible, mais de la capacité à maîtriser ce qui est su, ce qui est ignoré, et ce qui est volontairement caché. Le secret cesse alors d'être une exception temporaire, et devient une structure permanente, intégrée au fonctionnement même des gouvernements, car la guerre moderne ne se joue pas uniquement sur les champs de bataille, mais dans les bureaux fermés, les réunions restreintes et les décisions prises loin de tout regard extérieur. Dans ce contexte, le silence n'est pas simplement l'absence de parole, il est une construction active, soigneusement organisée, soutenue par des lois, des classifications et des mécanismes institutionnels conçus pour durer bien au-delà de la fin officielle des conflits. Ce qui rend cette transformation particulièrement marquante, c'est la manière dont elle s'est normalisée, car au fil du temps, le secret a cessé d'être perçu comme une anomalie liée à des circonstances exceptionnelles pour devenir une composante acceptée, voire attendue, de la gouvernance moderne. Les citoyens ont appris à vivre avec l'idée que certaines informations leur seraient toujours inaccessibles, justifiées par des notions abstraites comme la sécurité nationale, l'intérêt supérieur ou la stabilité internationale, et cette acceptation progressive a créé un déséquilibre subtil mais profond entre ceux qui détiennent l'information et ceux qui doivent se contenter de récits partiels, filtrés et souvent simplifiés. Ce déséquilibre ne repose pas nécessairement sur une intention de tromper, mais sur la conviction que la complexité du réel serait trop déstabilisante si elle était pleinement exposée, et que le silence, dans certains cas, protège davantage qu'il ne nuit, même si cette protection se fait au prix d'une compréhension incomplète du monde. La naissance du secret moderne s'accompagne également d'une transformation du langage, car ce qui ne peut être dit doit être reformulé, dilué ou déplacé dans des catégories administratives qui neutralisent sa portée émotionnelle et morale. Les décisions les plus lourdes de conséquences ne sont plus présentées comme des choix humains, mais comme des nécessités techniques, des réponses inévitables, à des contraintes impersonnelles. Et cette déshumanisation du discours permet de rendre acceptables des compromis qui, autrement, provoqueraient une résistance massive. Le secret agit ainsi comme un filtre, non seulement sur l'information elle-même mais sur la manière dont elle est perçue, comprise et intégrée dans la mémoire collective. Car ce qui n'est pas nommé clairement finit par perdre sa capacité à susciter un débat, une remise en question ou une responsabilité directe. À mesure que cette culture du secret se consolide, elle s'étend bien au-delà du domaine militaire, touchant progressivement les sphères diplomatiques, économiques et scientifiques, car toute avancée majeure, toute négociation stratégique, ou toute innovation susceptible de modifier les rapports de force, devient immédiatement une information sensible, destinée à être protégée, compartimentée et parfois même dissimulée à cela même qu'elle est censée servir. Cette extension du secret crée un monde parallèle, invisible, mais omniprésent, où des décisions fondamentales sont prises sans jamais être pleinement expliquées, et où la réalité officielle n'est qu'une version partielle d'un ensemble beaucoup plus vaste et plus complexe. Ce monde parallèle ne fonctionne pas en opposition frontale avec la société visible, mais en interaction constante avec elle, influençant les politiques publiques, les orientations économiques et les relations internationales, sans jamais apparaître directement dans le débat public.
Ce qui distingue le secret moderne des formes plus anciennes de dissimulation, c'est sa capacité à survivre au temps. Car autrefois, les secrets étaient souvent révélés avec la chute des régimes ou la disparition des acteurs concernés, alors qu'aujourd'hui, ils sont institutionnalisés, archivés et protégés par des systèmes conçus pour leur assurer une longévité indéfinie. Les documents classifiés, les accords confidentiels et les décisions non publiées ne disparaissent pas. Ils sont conservés dans des structures opaques, accessibles uniquement à une minorité, et cette conservation silencieuse crée une accumulation de vérités différées, suspendues dans le temps, dont l'impact se fait pourtant sentir dans le présent. Ainsi, le passé ne cesse jamais réellement d'agir. Car ce qui a été décidé dans le secret continue de produire des effets, même lorsque ses origines sont oubliées ou volontairement ignorées. Cette dynamique soulève une question fondamentale, souvent évitée, mais impossible à ignorer. À partir de quel moment le secret, conçu pour protéger, commence-t-il à fragiliser ce qu'il prétend défendre? Car si le silence peut prévenir le chaos à court terme, il engendre à long terme une distance croissante entre les institutions et les sociétés qu'elles gouvernent. Une distance nourrie par le sentiment que certaines vérités sont réservées à une élite, inaccessibles au reste du monde. Cette perception, même lorsqu'elle n'est pas fondée sur des intentions malveillantes, érode progressivement la confiance. Car une histoire racontée à moitié finit toujours par susciter des doutes, des interrogations et des interprétations alternatives, souvent plus radicales que la réalité elle-même. Le secret, en cherchant à stabiliser, peut ainsi paradoxalement devenir une source d'instabilité, non par ce qu'il cache, mais par le vide qu'il crée. Dans cette première étape de notre exploration, il devient donc essentiel de comprendre que le secret n'est pas un simple accident de l'histoire, ni une dérive ponctuelle liée à des circonstances extrêmes, mais une construction progressive, profondément enracinée dans la manière dont le monde moderne s'est organisé face à la peur, à l'incertitude et à la complexité. Il ne s'agit pas encore de juger ni d'accuser, mais de constater que le silence a été élevé au rang de stratégie, et que cette stratégie, une fois mise en place, a continué de se renforcer, de se perfectionner et de s'étendre, bien au-delà des moments qui l'ont vu naître. Comprendre cette naissance du secret, c'est poser la première pierre d'une réflexion plus large, sur la manière dont nos sociétés ont appris à vivre avec des vérités fragmentées, des récits incomplets et des décisions prises hors de portée du regard collectif. Car ce n'est qu'en identifiant l'origine de ce silence organisé que l'on peut commencer à mesurer son influence réelle sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, à partir du moment où le secret cesse d'être une simple mesure de protection temporaire, pour devenir une pratique régulière. Il se transforme progressivement en une arme invisible, non pas destinée à détruire directement, mais à orienter, contrôler et stabiliser des sociétés entières, sans jamais apparaître comme une force imposée. Car gouverner par le silence permet d'agir sans provoquer de résistance immédiate, sans créer de confrontation ouverte, et sans exposer clairement les mécanismes du pouvoir pointaire. Cette transformation est particulièrement visible lorsque les États comprennent que l'information, lorsqu'elle est partagée de manière sélective, peut façonner les perceptions collectives bien plus efficacement que la censure brutale, car il n'est pas nécessaire de supprimer toute vérité pour contrôler un récit. Il suffit d'en révéler une partie soigneusement choisie, laissant le reste dans l'ombre, là où il ne peut ni être confirmé ni totalement contesté. Ainsi, le silence devient une stratégie active, une manière de gouverner sans apparaître comme un acteur direct, en laissant les citoyens évoluer dans un cadre narratif prédéfini, où certaines questions semblent naturelles, et d'autres inconcevables. Lorsque cette logique s'installe, le secret ne fonctionne plus uniquement comme un bouclier contre les menaces extérieures, mais comme un instrument de gestion interne, permettant aux institutions de préserver leur autorité, tout en limitant les débats susceptibles de fragiliser l'ordre établi. Dans ce contexte, l'absence d'information n'est pas perçue comme un manque, mais comme une normalité, car les sociétés modernes s'habituent progressivement à l'idée que tout ne peut pas être su, tout ne doit pas être compris, et que certaines décisions relèvent d'un niveau de responsabilité inaccessible au commun des citoyens. Cette acceptation implicite repose sur un contrat non écrit, selon lequel le pouvoir promet la stabilité en échange d'un accès limité à la vérité. Et tant que cette stabilité semble assurée, ce contrat demeure rarement remis en question. Pourtant, ce mécanisme crée une dépendance subtile, car plus le silence est utilisé pour maintenir l'ordre, plus il devient indispensable, rendant toute tentative de transparence potentiellement déstabilisante. Le silence comme arme se distingue également par sa capacité à se dissimuler derrière des structures apparemment neutres, telles que les procédures administratives, les délais juridiques ou les classifications techniques, qui donnent l'illusion d'une rationalité objective, alors qu'elles servent souvent à retarder,
fragmenter ou neutraliser l'accès à certaines informations. Ce camouflage bureaucratique permet au secret de s'inscrire dans la durée, car il ne repose pas sur une interdiction explicite, mais sur une série de filtres qui rendent la vérité difficile à atteindre sans jamais la nier frontalement. Ainsi, même lorsque des demandes de clarification sont formulées, elles se heurtent à des réponses partielles, des documents incomplets ou des justifications abstraites, créant un labyrinthe informationnel où la vérité se dilue progressivement, perdant sa force initiale et sa capacité à provoquer une remise en question profonde. À mesure que cette dynamique se renforce, le silence devient un outil de hiérarchisation sociale, car ceux qui ont accès à l'information acquièrent un pouvoir disproportionné par rapport à ceux qui en sont privés, non pas nécessairement parce qu'ils agissent de manière malveillante, mais parce que la connaissance elle-même devient un privilège. Cette concentration de l'information crée une élite décisionnelle, souvent invisible, dont l'influence dépasse largement son exposition publique, car elle agit dans des espaces protégés du regard collectif, où les conséquences des choix peuvent être évaluées sans pression immédiate. Cette asymétrie informationnelle modifie profondément la relation entre gouvernants et gouvernés, car elle introduit une distance qui ne repose pas sur la force ou la coercition, mais sur l'impossibilité de contester ce qui n'est pas pleinement connu. Dans les périodes de crise, cette arme silencieuse révèle toute son efficacité, car face à l'urgence, les sociétés sont plus enclines à accepter des restrictions, des décisions rapides et des explications limitées, convaincues que la survie collective justifie des sacrifices temporaires. Or, ce qui est présenté comme temporaire tend souvent à se prolonger, car les mécanismes de contrôle mis en place dans l'urgence deviennent des structures permanentes, intégrées au fonctionnement normal des institutions. Le silence, initialement adopté pour répondre à une situation exceptionnelle, se transforme alors en une composante durable de la gouvernance, car renoncer à cet outil reviendrait à exposer des choix passés, des compromis délicats et des responsabilités que le pouvoir préfère maintenir hors du débat public. Ce processus est renforcé par la manière dont le silence influence la mémoire collective, car ce qui n'est pas raconté finit par disparaître des récits dominants, non pas parce qu'il est oublié, mais parce qu'il n'a jamais été pleinement intégré à l'histoire officielle. Les générations successives héritent ainsi d'un passé partiellement reconstruit, où certaines zones d'ombre sont acceptées comme des évidences, et où les absences de récits deviennent elles-mêmes invisibles. Cette construction sélective de la mémoire ne repose pas nécessairement sur une falsification directe, mais sur un choix implicite de ce qui mérite d'être transmis et de ce qui peut être laissé de côté, créant une histoire lissée, plus cohérente, mais aussi plus éloignée de la complexité réelle des événements. Le silence comme arme agit également sur le langage, car il modifie la manière dont les décisions sont présentées et perçues, en remplaçant les notions de choix et de responsabilité par celles de nécessité et d'inévitabilité. Lorsqu'une décision est décrite comme techniquement indispensable ou stratégiquement incontournable, elle échappe en grande partie au jugement moral, car elle est perçue comme la seule option possible dans un contexte donné. Cette rhétorique neutralise le débat, car elle transforme des choix humains en contraintes abstraites, réduisant ainsi la capacité des sociétés à interroger les fondements éthiques de leurs propres institutions. Le silence ne consiste donc pas seulement à ne pas dire, mais à dire autrement, à reformuler de manière à rendre certaines questions inutiles ou déplacées. Avec le temps, cette utilisation du silence comme arme produit des effets paradoxaux, car si elle permet de maintenir une apparente stabilité, elle engendre également une accumulation de tensions latentes, nourrie par le sentiment diffus que certaines vérités sont intentionnellement mises à distance. Cette tension ne s'exprime pas toujours de manière directe, mais elle se manifeste par une méfiance croissante envers les institutions, une prolifération de récits alternatifs, et une difficulté accrue à distinguer les faits établis des spéculations, car lorsque l'information officielle est perçue comme incomplète, elle perd progressivement son autorité. Ainsi, le silence, en cherchant à contrôler le récit, ouvre paradoxalement un espace où l'incertitude et la suspicion peuvent se développer. Comprendre comment le silence est devenu une arme, c'est reconnaître que le pouvoir moderne ne repose pas uniquement sur la capacité d'imposer des décisions, mais sur l'art de gérer ce qui est visible et ce qui ne l'est pas, ce qui est dit et ce qui est laissé dans l'ombre. Cette gestion subtile de l'information ne nécessite pas une dissimulation totale, mais une orchestration précise des flux de connaissances, où chaque révélation est mesurée, contextualisée et parfois retardée, afin de préserver un équilibre jugé fragile. Dans ce cadre, le silence n'est pas l'opposé de la communication, mais l'une de ses formes les plus sophistiquées, car il agit sans laisser de traces évidentes, tout en façonnant profondément la perception du réel. Ce deuxième volet met ainsi en lumière une réalité essentielle. Le secret, une fois institutionnalisé, ne se contente plus de protéger,
il structure, il hiérarchise, et il oriente, devenant un outil central de la gouvernance moderne. Ce constat ne vise pas à condamner systématiquement l'usage du silence, mais à en révéler la portée, car tant que ce mécanisme reste invisible, il continue d'agir sans être interrogé. Reconnaître le silence comme une arme, c'est franchir une étape décisive dans la compréhension du monde contemporain, car cela permet de voir au-delà des discours officiels et d'identifier les dynamiques profondes qui façonnent les décisions collectives, même lorsqu'elles semblent éloignées de toute volonté consciente de dissimulation. Lorsque le silence s'installe durablement dans les structures du pouvoir, il ne se limite plus à cacher ou à retarder l'information, il commence à redéfinir la manière même dont la réalité est perçue par les sociétés, car ce que les individus considèrent comme vrai n'est pas seulement le résultat de faits objectifs, mais aussi de récits partagés, de répétitions médiatiques et d'éléments absents qui, par leur invisibilité, orientent subtilement la compréhension collective du monde. À ce stade, le secret ne fonctionne plus comme une frontière claire entre ce qui est connu et ce qui est inconnu, mais comme un filtre permanent qui fragmente la vérité en morceaux acceptables, laissant aux citoyens l'illusion d'une information complète alors qu'ils ne disposent que d'une version partielle, soigneusement encadrée et contextualisée. Cette fragmentation de la vérité modifie profondément la psychologie collective, car les individus ont tendance à combler les zones d'ombre avec leurs propres interprétations, croyances ou hypothèses, ce qui ouvre un espace où la perception personnelle devient parfois plus influente que les faits vérifiables. Dans un environnement où certaines informations sont systématiquement absentes ou floues, l'esprit humain cherche naturellement des explications cohérentes, même lorsque celles-ci reposent sur des éléments incomplets. Ainsi, le silence institutionnel ne crée pas un vide neutre, mais un terrain fertile pour des récits parallèles, qui peuvent renforcer ou affaiblir la confiance envers les autorités, selon la manière dont ces récits circulent et se consolident au sein de la société. Les mécanismes de perception sont également influencés par la répétition sélective, car ce qui est constamment mis en avant acquiert une importance disproportionnée par rapport à ce qui est rarement évoqué. En contrôlant non seulement ce qui est caché, mais aussi ce qui est répété, le pouvoir façonne une hiérarchie implicite des préoccupations, où certaines questions dominent l'espace public, tandis que d'autres restent marginales ou invisibles. Cette stratégie ne nécessite pas de mensonge direct, car elle repose sur une gestion du volume et de la fréquence de l'information, transformant ainsi la communication en un outil de cadrage cognitif, où l'attention collective est guidée vers des thèmes précis, au détriment d'autres sujets potentiellement plus dérangeants. À mesure que cette dynamique s'intensifie, la frontière entre information et interprétation devient de plus en plus floue, car les citoyens ne disposent pas toujours des éléments nécessaires pour distinguer ce qui relève des faits établis de ce qui relève de la mise en récit. Cette confusion n'est pas accidentelle, car elle réduit la capacité critique du public, rendant plus difficile toute remise en question structurée des décisions ou des orientations prises par les institutions. Lorsque la vérité est fragmentée, il devient complexe de la contester, car chaque fragment peut être défendu isolément, même si l'ensemble ne reflète pas la réalité complète. Le débat public se transforme alors en une succession de discussions partielles, où les désaccords portent davantage sur l'interprétation que sur les faits eux-mêmes. Le rôle des médias dans ce processus est central, car ils constituent le principal intermédiaire entre les sources institutionnelles et le public, et leur dépendance à certaines informations conditionne souvent la manière dont les récits sont construits et diffusés. Lorsque l'accès à des données complètes est limité, les médias sont contraints de travailler à partir de communiqués, de déclarations officielles ou de fuites contrôlées, ce qui renforce la fragmentation de la vérité, tout en donnant l'apparence d'une couverture exhaustive. Cette situation crée un cercle où le silence institutionnel alimente une information incomplète, qui à son tour normalise l'idée que la compréhension totale des enjeux est inaccessible, renforçant ainsi l'acceptation passive de récits partiels. Sur le plan individuel, cette réalité fragmentée influence la manière dont les citoyens prennent des décisions, forment des opinions, et évaluent les risques, car l'absence de certaines informations modifie la perception des priorités et des menaces. Ce qui n'est pas visible ou explicitement discuté est souvent perçu comme moins important, voire inexistant, même si son impact réel est significatif. Ainsi, le silence ne supprime pas seulement des faits, il modifie l'échelle de valeur collective, en réorganisant ce qui semble urgent, acceptable ou négligeable. Cette reconfiguration subtile des priorités est l'un des aspects les plus puissants du contrôle par la perception, car elle agit sans contrainte directe, en influençant simplement ce à quoi les individus prêtent attention. À long terme, cette manipulation indirecte de la perception engendre une forme de désengagement civique,
car lorsque la vérité apparaît fragmentée et difficile à saisir, certains citoyens renoncent à chercher une compréhension approfondie, préférant se reposer sur des narratifs simplifiés ou sur des figures d'autorité perçues comme fiables. Ce retrait n'est pas nécessairement le signe d'une indifférence totale, mais plutôt d'une fatigue cognitive, provoquée par la complexité et l'opacité croissante des enjeux publics. Le silence, en fragmentant la vérité, contribue ainsi à créer un environnement où la participation active devient plus coûteuse sur le plan mental et émotionnel. Paradoxalement, cette situation favorise également l'émergence de contre-récits plus radicaux, car face à une information perçue comme incomplète ou biaisée, certains groupes cherchent des explications alternatives. Parfois en dehors des cadres rationnels ou vérifiables, ces récits trouvent un écho particulier dans les zones d'ombre laissées par le silence institutionnel, car ils prétendent offrir une cohérence globale là où l'information officielle semble fragmentée. Ainsi, le contrôle par le silence peut involontairement renforcer la polarisation sociale, en alimentant à la fois l'apathie et la radicalisation. Deux réactions opposées mais complémentaires face à une même réalité perçue comme opaque. Comprendre cette transformation de la vérité en perception, c'est reconnaître que le pouvoir moderne agit moins par l'imposition directe que par la gestion des cadres interprétatifs. Car celui qui définit le cadre dans lequel les faits sont compris exerce une influence profonde sur les comportements et les opinions. Le silence joue ici un rôle clé, non pas en effaçant totalement la réalité, mais en la fragmentant suffisamment pour qu'elle perde sa force mobilisatrice. Ce processus n'est pas toujours conscient ou intentionnel, car il peut résulter de pratiques institutionnelles routinières, de contraintes organisationnelles ou de choix stratégiques présentés comme pragmatiques. Mais ses effets sur la perception collective sont néanmoins réels et durables. Ce troisième volet met ainsi en évidence une dimension essentielle du silence. Sa capacité à transformer la vérité en un ensemble de perceptions concurrentes, où la réalité n'est plus un socle commun, mais un espace de négociation permanente. Dans ce contexte, la question n'est plus seulement de savoir ce qui est vrai ou faux, mais de comprendre comment certaines vérités deviennent visibles tandis que d'autres restent fragmentées, diluées ou reléguées à la périphérie du débat public. Cette prise de conscience est cruciale, car elle ouvre la voie à une réflexion plus profonde sur les conditions nécessaires à une information réellement partagée, et sur les moyens de résister à une gouvernance fondée sur l'opacité et la gestion sélective de la gestion sélective. Perception. Lorsque le temps passe, et que les générations se succèdent, la vérité ne disparaît pas brutalement, elle se transforme, se dilue, et se recompose à travers la mémoire collective. Un espace fragile où le passé est transmis non seulement par les faits, mais aussi par les silences, les omissions et les récits partiels. Dans ce processus, ce qui n'est pas dit joue souvent un rôle aussi déterminant que ce qui est explicitement enseigné, car la mémoire collective ne se construit pas uniquement sur l'accumulation d'informations, mais sur la sélection de celles qui sont jugées dignes d'être retenues, commémorées et intégrées dans l'identité commune. Cette sélection n'est jamais neutre, car elle reflète des choix politiques, culturels et symboliques, visant à produire une continuité narrative qui permette aux sociétés de se projeter vers l'avenir sans être paralysées par les zones d'ombre du passé. En contrôlant la manière dont certains événements sont rappelés, contextualisés ou minimisés, les institutions façonnent une mémoire stabilisée, où les contradictions sont atténuées et les responsabilités diluées dans des formulations abstraites. Cette mémoire officielle agit comme un cadre de référence, à partir duquel les individus interprètent l'histoire, même lorsqu'ils ne disposent pas de toutes les clés pour en saisir la complexité. La transmission intergénérationnelle joue ici un rôle central, car chaque génération hérite d'un récit déjà filtré, déjà interprété, qu'elle reçoit souvent comme une vérité établie. Les manuels scolaires, les commémorations publiques, les monuments et les discours institutionnels participent à cette transmission, en fixant certains repères mémoriels tout en laissant d'autres dans l'ombre. Ce processus ne relève pas nécessairement d'une volonté explicite de manipulation, mais d'une logique de simplification, car transmettre une histoire complète, contradictoire et moralement ambiguë, exige un effort pédagogique considérable, souvent jugé incompatible avec le besoin de clarté et de cohésion sociale. À mesure que les témoins directs disparaissent, la mémoire vivante cède la place à une mémoire reconstruite, où l'expérience personnelle est remplacée par des récits médiatisés et des archives sélectionnées. Cette transition accentue la vulnérabilité de la mémoire collective, car sans voix directe pour nuancer ou contester les versions officielles, les interprétations dominantes tendent à s'imposer durablement. Le silence initial, justifié par des impératifs stratégiques ou sécuritaires, se transforme alors en un oubli organisé,
non pas par effacement total, mais par normalisation progressive de l'absence de certaines vérités. Ce phénomène a des conséquences profondes sur la manière dont les sociétés se définissent elles-mêmes, car l'identité collective se construit en grande partie à partir du récit du passé. En mettant en avant certaines valeurs, certains sacrifices et certaines victoires, tout en minimisant les compromis et les ambiguïtés, la mémoire officielle propose une image cohérente mais incomplète de l'histoire. Cette cohérence apparente facilite l'adhésion collective, mais elle repose sur une simplification qui empêche une compréhension mature des dynamiques historiques, en particulier lorsque celles-ci impliquent des responsabilités partagées ou des choix moralement ambigus. La mémoire sous contrôle influence également les relations internationales, car chaque nation tend à privilégier une lecture du passé compatible avec ses intérêts présents. Les divergences mémorielles deviennent alors des sources de tension, non pas parce que les faits sont radicalement différents, mais parce que leur interprétation et leur hiérarchisation varient selon les récits transmis. Le silence sur certains épisodes, partagés ou non entre différents acteurs, contribue à maintenir des équilibres fragiles, où la reconnaissance officielle de certaines responsabilités pourrait remettre en cause des alliances, des traités ou des équilibres diplomatiques établis de longue date. Sur le plan social, cette gestion de la mémoire peut générer un décalage croissant entre le récit institutionnel et les recherches académiques, ou les initiatives citoyennes visant à explorer les zones d'ombre du passé. Les historiens, les chercheurs et les journalistes qui tentent de reconstituer une histoire plus complète se heurtent souvent à des limites structurelles, telles que l'accès restreint aux archives ou la persistance de classifications. Ce décalage nourrit une tension permanente entre la mémoire officielle et la mémoire critique, où la première cherche à préserver la stabilité, tandis que la seconde revendique une reconnaissance plus honnête des complexités historiques. L'oubli organisé ne signifie pas l'effacement total, mais la marginalisation de certaines questions, reléguées à des cercles spécialisés ou à des débats perçus comme secondaires. Cette marginalisation contribue à créer une hiérarchie mémorielle, où certaines souffrances, certaines décisions et certaines conséquences sont jugées plus dignes d'attention que d'autres. Ce tri mémoriel, même lorsqu'il est involontaire, reflète des rapports de pouvoir, car il détermine quelles voix sont entendues et lesquelles restent en périphérie du récit dominant. À long terme, cette dynamique fragilise la capacité des sociétés à tirer des leçons complètes du passé, car une mémoire partielle limite la compréhension des mécanismes qui ont conduit à certaines décisions ou catastrophes. En l'absence d'une analyse approfondie des compromis et des erreurs, les risques de répétition augmentent, car les mêmes logiques peuvent être reproduites sous des formes différentes. Le silence hérité devient alors un facteur de vulnérabilité, en empêchant une réflexion collective sur les conditions ayant rendu possible certaines dérives. Cependant, la mémoire collective n'est jamais totalement figée, car elle est constamment réinterprétée à la lumière des préoccupations contemporaines. Les nouvelles générations, confrontées à des crises différentes, posent des questions nouvelles au passé, cherchant à comprendre non seulement ce qui s'est produit, mais pourquoi certaines vérités ont été retenues ou différées. Cette interrogation renouvelée peut ouvrir des brèches dans la mémoire sous contrôle, en révélant les limites des récits établis, et en stimulant une demande accrue de transparence et de reconnaissance. Ce quatrième volet met ainsi en lumière le rôle central de la mémoire comme espace de tension entre transmission et oubli, stabilité et lucidité. Le silence, loin de disparaître avec le temps, se transforme en héritage, influençant la manière dont les sociétés se souviennent, se définissent et se projettent. Comprendre cette dimension, c'est reconnaître que le passé n'est jamais entièrement clos, car tant que certaines vérités restent partiellement retenues, la mémoire collective demeure inachevée, oscillant entre le besoin de cohésion et l'exigence d'honnêteté historique, à mesure que le monde contemporain évolue. Les conséquences des décisions prises dans l'ombre pendant et après la Seconde Guerre mondiale ne disparaissent pas, elles se manifestent sous des formes nouvelles, parfois subtiles, parfois brutales, car le silence institutionnalisé n'est jamais neutre, il agit comme une force structurante qui influence les choix politiques, les discours officiels et les équilibres internationaux actuels. Ce qui n'a pas été pleinement reconnu hier continue de peser aujourd'hui non comme un souvenir figé, mais comme une logique active, transmise à travers des mécanismes de pouvoir, des pratiques administratives et des récits soigneusement stabilisés, donnant l'impression que le passé est clos, alors qu'il demeure profondément opérant. Dans le présent, cette continuité se traduit par une gestion sélective de l'information, où certaines vérités historiques sont évoquées de manière fragmentaire, tandis que d'autres restent absentes du débat public, car leur reconnaissance pourrait remettre en cause des fondements juridiques,
diplomatiques ou symboliques sur lesquels repose l'ordre mondial actuel. Les institutions héritières de l'après-guerre continuent ainsi de naviguer entre la nécessité de paraître transparentes et la crainte de déclencher des répercussions imprévisibles. Maintenant, un équilibre fragile entre ouverture contrôlée et rétention stratégique. P. Cette posture nourrit un paradoxe moderne. Jamais l'accès à l'information n'a été aussi vaste, et pourtant, certaines zones du passé demeurent obstinément inaccessibles. Ce paradoxe influence profondément la confiance des sociétés envers leurs institutions, car lorsque le discours officiel entre en tension avec les recherches indépendantes ou les révélations partielles, un doute s'installe, non pas nécessairement sur les faits eux-mêmes, mais sur la volonté réelle de les assumer pleinement. Ce doute n'est pas marginal. Il s'inscrit dans une dynamique plus large de remise en question de l'autorité des récits établis, où chaque silence prolongé est interprété comme un aveu implicite d'inconfort ou de culpabilité. Ainsi, le silence hérité devient un facteur de fragilisation, car il alimente la suspicion tout en prétendant préserver la stabilité. En se projetant vers l'avenir, une question essentielle émerge. Jusqu'à quand ce modèle pourra-t-il se maintenir sans provoquer une rupture plus profonde entre les citoyens et les institutions qui prétendent représenter la vérité historique? Les générations futures, moins liées émotionnellement au récit fondateur de l'après-guerre, abordent le passé avec une distance critique accrue, moins disposées à accepter les justifications traditionnelles fondées sur la sécurité ou la raison d'État. Pour elles, la transparence n'est plus une concession, mais une exigence, et le maintien du secret apparaît de plus en plus comme un refus d'assumer des responsabilités historiques. Cette évolution des attentes place les institutions face à un dilemme fondamental. Persister dans la gestion du silence, au risque de perdre progressivement leur crédibilité, ou accepter une ouverture plus radicale, avec toutes les conséquences symboliques, politiques et diplomatiques cela implique. Cette ouverture ne serait pas seulement un acte de dévoilement mais un processus complexe de réinterprétation du passé nécessitant de reconnaître les ambiguïtés, les compromis et les erreurs sans pour autant nier les sacrifices et les luttes qui ont également façonné l'histoire. Un tel exercice de lucidité exigerait une maturité collective, capable d'intégrer des récits moins confortables sans chercher à les instrumentaliser. La responsabilité ne se limite cependant pas aux institutions, car les sociétés elles-mêmes participent à la perpétuation ou à la remise en question du silence. Le confort du récit simplifié, opposant clairement le bien et le mal, reste séduisant, car il offre des repères moraux stables et rassurants. Remettre en cause ce cadre implique d'accepter une vision plus nuancée, où les décisions sont comprises dans leur contexte sans être excusées, et où la responsabilité est partagée, plutôt que concentrée sur des figures abstraites ou éloignées. Cette démarche peut être inconfortable, car elle oblige à reconnaître que l'histoire collective est faite de choix imparfaits, souvent dictés par la peur, l'urgence ou l'intérêt stratégique. À l'échelle globale, le silence hérité continue de façonner les relations internationales, car certaines alliances, certaines frontières et certaines doctrines trouvent leur origine dans des décisions prises sans consultation publique, ni débat démocratique. Tant que ces origines restent partiellement voilées, les tensions qu'elles génèrent demeurent difficiles à résoudre pleinement, car elles reposent sur des bases narratives incomplètes. La reconnaissance de ces héritages invisibles pourrait ouvrir la voie à des dialogues plus honnêtes, mais elle risquerait également de raviver des conflits latents, illustrant une fois de plus le dilemme central entre stabilité immédiate et vérité durable. Ce dernier volet met ainsi en lumière une réalité fondamentale. La Seconde Guerre mondiale n'est pas seulement un événement du passé, mais un processus dont certaines ramifications s'étendent jusqu'à notre présent, et, potentiellement, dans notre futur. Le silence qui l'entoure n'est pas un simple vestige, mais un choix renouvelé, reproduit et ajusté au fil des décennies. En ce sens, la question n'est pas uniquement de savoir ce qui est encore caché, mais pourquoi ce choix du silence continue d'être privilégié et à quel prix prend-on? En refermant cette série, une interrogation demeure, persistante et volontairement ouverte, car elle ne peut recevoir de réponse simple ou définitive. Le monde est-il prêt à assumer une histoire pleinement dévoilée, avec ses zones d'ombre, ses compromis et ses responsabilités partagées? Ou préférera-t-il continuer à avancer sur des fondations partiellement silencieuses, acceptant que certaines vérités restent à distance pour préserver un équilibre fragile? Ce choix, qu'il soit conscient ou implicite, définira non seulement notre rapport au passé, mais aussi la manière dont nous construirons l'avenir, car tant que le silence restera une option privilégiée, l'histoire continuera de nous accompagner non comme une leçon apprise, mais comme une question inachevée.